Bonsoir à toutes et à tous, vendredi 26 avril, il est l'heure de l'info et voici les titres de l'actualité. Ce jeudi 25 avril, le président de la région Grand Est a visité la future maison médicale de Bar-le-Duc. La cité barisienne a également lancé les travaux de rénovation de ses halles, un bâtiment datant du XIIIe siècle. Entre architecture, histoire et nature, partez ce soir à la découverte de Saint-Rémy-en-Bouzemont, Saint-Genest et Isson, le village avec le plus long nom de France. Depuis début 2024, 45 communes meusiennes ont obtenu le label Village d'avenir. Parmi elles, Ancerville. La commune va désormais être accompagnée dans son développement. Nous ferons le point sur ce programme avec le maire. Et voici pour les titres. Hier, la ville de Bar-le-Duc recevait un invité de marque, le président du Conseil général de la région Grand Est, Franck Leroy. Il s'est déplacé pour parler attractivité avec la municipalité et les différents acteurs du territoire. Et il a également visité la future maison de santé de la ville. Pompeo Coppola et Gueltas Philippe ont suivi cette visite. Cela fait quelque temps que l'EHPAD Cuchot est à l'abandon. La ville de Bar-le-Duc souhaite le transformer en maison médicale pluridisciplinaire. Cardiologue, kinésithérapeute, infirmier, diététicien, ophtalmologiste. Au total, ce sera une trentaine de professionnels de santé qui s'installera ici. Un projet nécessaire pour la région qui surveille la couverture médicale du secteur. Alors on n'est pas dans un désert médical ici, mais on prévient une situation qui pourrait, dans quelques années, conduire à un désert médical, puisque si on n'a pas suffisamment d'arrivants sur le plan médical, de nouveaux praticiens, pour compenser ceux qui vont partir à la retraite, il y aura une difficulté. Ce projet, soutenu par la municipalité, s'inscrit dans une politique plus large d'attractivité du territoire. Le président de la commission médicale de la Polyclinique du Parc observe les nouvelles attentes des professionnels de santé. À l'heure d'aujourd'hui, la plupart des jeunes praticiens, ils veulent un environnement accueillant. Ils veulent avoir une vie qui est saine, pouvoir avoir des loisirs, etc. Donc il n'y a plus beaucoup de généralistes ou bien de praticiens qui veulent s'installer isolés dans une région. Et le fait de faire des maisons médicales, c'est ce qui attire le plus. Pour le groupe SOS Santé, coordinateur du projet, l'intérêt d'une maison de santé est aussi la transmission des savoirs. Ce type de projet vise à réunir les praticiens et leur donner l'assurance de travailler en collaboration dans une maison de santé, en tout cas des locaux adaptés, et de travailler ensemble. L'objectif maintenant, c'est d'attirer de jeunes praticiens et de leur donner effectivement l'opportunité de travailler avec des praticiens plus expérimentés sur lesquels ils pourront s'appuyer dans leur futur diagnostic ou dans leurs soins aux patients. Le chiffrage du projet sera connu dans les prochaines semaines. Les Barisiens devront encore attendre, car l'inauguration, elle, n'est prévue que dans 2 à 3 ans. Et toujours à Bar-le-Duc, la requalification de la halle de la ville haute est désormais lancée. Il s'agit d'un projet d'envergure pour l'OPH qui a fait l'acquisition immobilière du bâtiment l'an dernier. Le but, créer des logements et des cellules commerciales. Pompeo Coppola et Gueltas Philippe étaient sur place. Ce bâtiment du XIIIe siècle trouvera bientôt des nouveaux locataires. C'est l'ambitieux projet de la mairie de Bar-le-Duc, qui a entamé des travaux de rénovation des halles de la ville haute. L'objectif, créer un lieu attractif capable de redynamiser la vie du quartier entier. En présence de Franck Leroy, président de la région Grand Est, la maire de Bar-le-Duc est revenue sur les détails de cette rénovation. Nous avons trouvé un faisceau de partenariats pour pouvoir, avec l'aide de l'OPH qui est le bailleur et qui sera le responsable des travaux, la région, le département, le GIP, Objectif Meuse et la ville de Bar-le-Duc, mis tous nos moyens ensemble et l'État sans l'oublier pour pouvoir réhabiliter ce bâtiment. Alors le bâtiment lui-même comportera 25 appartements et 11 cellules commerciales qui donneront sur la place de Saint-Étienne. Et sur la place Saint-Pierre, pardonnez-moi. Et c'est vraiment, en dehors des bâtiments, il y a aussi toute la vie de ce quartier qui va être, monopolisée par cette rénovation. Et moi, je compte bien en faire aussi un élément attractif et touristique de tout premier ordre.
Saint-Rémy, Ambouzemont, Saint-Genest et Isson, cette municipalité de la Marne est celle qui porte le plus long nom de France. Au-delà de cette drôle d'anecdote, ce village est un véritable joyau architectural, naturel et historique. Loïs Large est parti à la découverte de cette commune atypique située entre le lac du Der et Vitry-le-François. 45. C'est le nombre de caractères que comprend le nom de ce village situé dans la Marne. À la suite d'un regroupement de 3 communes en 1836, Saint-Rémy, Ambouzemont, Saint-Genest et Isson est le village avec le nom le plus long de France. Il se suffit à lui-même avec beaucoup de possibilités de randonnée, de balades, avec une architecture qui a été préservée. Bon, tout n'a pas été préservé, mais moi je tire mon chapeau à mes concitoyens qui font tout pour sauvegarder ce patrimoine et ces maisons à pans de bois, qui est une particularité du bocage. Au milieu de ces maisons en pans de bois, d'autres curiosités patrimoniales sont à découvrir. À commencer par cette église consacrée à Saint-Rémy et datant du XVIe siècle. On y trouve notamment une statue en bois représentant Saint-Genest, classée patrimoine historique depuis la fin des années 1990. À quelques mètres de là, sur le trottoir d'en face, ce café serait l'un des plus vieux de la région Grand Est. Fermé en 2014, la dernière trace écrite connue remonte aux années 1780. Alors, le projet autour du café du Lion d'Or, c'est de le sauvegarder, puisque c'est un bâtiment du XVIIIe siècle, certainement le plus vieux café de la Marne. Et donc nous avons eu la volonté de le sauvegarder. Et puis d'y installer un café, parce que c'est un café à l'origine, un bureau de poste et puis également une salle pour les associations. Côté nature, les 500 habitants du village ne sont pas en reste pour autant. Sur les 20 km² de superficie, on trouve notamment ce vieil arbre, un orme qui vraisemblablement existait déjà avant le regroupement des communes. 3 ruisseaux traversent également la municipalité, l'Isson, le Par et le Fossé des Rouliers, qui se rejoignent au cœur du village, dans cette petite étendue d'eau appelée le Radet. Autre particularité, cette grande prairie située au milieu des habitations. Baptisée La Plante, cet espace vert s'étend sur 1 hectare, dont la moitié appartient à la commune. C'est un écosystème quand même bien particulier. Ici, c'est en fait le château d'eau naturel du village. Là, c'est plein de sources. Et puis, bon, vous voyez l'environnement, c'est cerclé d'arbres, les arbres du bois du château. On a toutes sortes d'animaux ici. Et puis surtout, c'est un endroit particulièrement agréable qui ne mérite pas d'être urbanisé. Autre trésor du petit village marnais, ces 2 châteaux privés. Caché derrière son portail, le château de la Motte a été construit dans les années 1860 et a toujours conservé ses douves. Quant au château de Bouvet, il a été construit dans les années 1840 et démontre bien ce qui fait la préciosité de Saint-Rémy, Ambouzemont, Saint-Genest et Isson, une alliance presque parfaite entre architecture et nature. En janvier 2024, 45 communes meusiennes ont obtenu le label Village d'avenir, un programme amorcé dans le cadre du plan France Ruralité et piloté par l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Il permet aux municipalités de moins de 3500 habitants d'être accompagnées. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir. Vous êtes le maire d'Ancerville. Oui. Merci d'être avec nous ce soir. Et donc Ancerville fait partie de ces communes choisies. Alors tout d'abord, qu'est-ce que ça représente pour vous d'avoir un tel label ? C'était très important pour nous parce qu'on avait besoin d'ingénierie. Vous savez, nous les petites communes, on a besoin d'ingénierie pour monter nos projets. C'est-à-dire des personnes qui nous aident à faire le programme, à trouver des subventions, etc. Donc, quand on a vu que ce programme Village d'avenir se mettait en place, on a été vraiment très intéressés parce qu'on s'est dit c'est une solution pour nous de faire avancer nos projets avec quelqu'un de compétent et quelqu'un qui nous aide. Alors concrètement, comment on met en place ce projet? Comment on candidate à Village d'avenir? Bien, on a vu ça sur la préfecture qui nous a envoyé, bien sûr, comment on pouvait faire. On a répondu, on a donné tous les arguments positifs qui pouvaient nous permettre de rentrer dans ce dispositif. Et puis, on a été heureusement retenus. C'était un vrai bonheur pour nous.
Alors retenu en janvier 2024, en tout cas vous avez eu la décision en janvier 2024. Oui. Village d'avenir, c'est donc la promesse d'être accompagné et de suivre un petit peu le plan France Ruralité. Alors comment ça s'articule un petit peu? Quels sont vos interlocuteurs? Alors, la préfecture a embauché deux personnes, des chefs de projet, une pour le nord meusien, l'autre pour le sud meusien. Et donc, on a maintenant des réunions avec cette personne pour mettre en place tous ces dispositifs, tous ces programmes, tous ces projets qui ont été retenus dans le cadre de Village Avenir. Alors, ça se passe comment? Vous lancez des dossiers, vous avez des projets que vous sélectionnez? Alors, c'est ça. Nous, on a retenu, enfin, on a inscrit dans le dispositif 5 projets. Le premier, c'était la mise en place d'un adoucisseur d'eau général sur la commune, afin d'éviter que chacun des habitants mette un adoucisseur personnel. La deuxième chose on avait des soucis avec l'ADMR et le SIAD, qu'on voudrait déménager, si vous voulez, dans une ancienne école, l'école de Gu. Cela pour permettre à la Codecom de récupérer les locaux pour agrandir la maison de santé. Les troisièmes projets qu'on avait, c'était la réhabilitation de logements de maisons abandonnées. Il y a 4 maisons abandonnées en Serville qui appartiennent à la commune. On voudrait les réhabiliter pour pouvoir les louer aux gens, c'est-à-dire en quelque sorte, ça serait occuper les dents creuses. Le quatrième projet, c'est l'installation d'une salle de sport, parce qu'on a une société de gymnastique qui est actuellement dans les locaux de l'école, dans le gymnase de l'école. Alors avec leurs agrès, ça prend énormément de place, et l'idée c'est de leur faire une salle pour qu'elles puissent laisser en permanence leurs agrès. Et le plus gros des projets que l'on a, c'est de mettre d'installer une chaufferie bois pour chauffer avec un réseau tous les locaux publics, que ce soit État, département, communaux, dans Serville. Donc là, c'est vraiment un gros projet qui va se réaliser certainement en quelques années. Et pour ça, donc, on avait besoin de quelqu'un qui nous aide non seulement à trouver les conducteurs d'opération, à trouver les architectes, mais aussi à nous aider dans le financement, c'est-à-dire à la recherche de subventions, etc., etc. Donc, ce serait vraiment, on compte beaucoup sur la personne qui a été désignée par le préfet, quoi. Alors justement, vous parliez de beaucoup de projets, des choses qui se mettent en place mais qui prennent du temps tout de même. Oui. Concrètement, par quoi vous allez commencer? Parce que là, vous m'avez cité quand même beaucoup de projets. Oui, alors on va commencer par l'adoucisseur d'eau. Parce que c'est ce qui est le plus facile à mettre en place. Après, on continuera par les aménagements de logements, les équipements de logement, puisque ça aussi c'est relativement facile. Après, c'est des plus gros projets où on va passer par des marchés publics beaucoup plus compliqués, des allotissements d'entreprises, etc., etc. Donc ça prendra certainement beaucoup plus de temps que les aménagements de logement ou l'adoucisseur d'eau. Voilà. Parce que l'adoucisseur d'eau, en fait, il suffit de lancer un marché et puis c'est un gros container qu'on vous amène avec tout ce qu'il y a dedans et puis vous branchez ça sur le réseau et ça fonctionne. Voilà. Donc finalement, on pourrait dire que dans le temps, comment ça va s'articuler? Les premières choses, les premiers travaux, vont être vus en 2024 finalement. Les premiers travaux, j'espère par exemple que l'adoucisseur d'eau commencera avant la fin de l'année, sera installé même avant la fin de l'année, je l'espère. Donc si tout va bien, normalement on devrait voir les premiers projets Village Avenir être conçus à la fin de cette année. Donc on verra bien. Dernière chose, une fois que ces projets sont terminés, comment ça se passe? Quelle est la suite après? Alors une fois que les projets sont terminés, je ne pourrai pas vous le dire parce que je ne sais pas si le dispositif sera reconduit après ou s'il ne le sera pas. Donc il faut déjà qu'on prouve que ça fonctionne bien et je pense que si ça fonctionne bien, l'agence derrière renouvellera l'opération, je l'espère bien. Et ben, c'est ce qu'on espère avec vous en tout cas. Merci d'avoir été avec nous. Merci. C'est la fin de votre journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo, l'information continue sur Puissance Télévision. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.